Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 8 septembre 2023, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto et BTC comme d'habitude. On va attaquer dans les nouvelles, on a beaucoup de choses, hein. Vous pouvez voir au niveau des onglets, on a vraiment beaucoup de choses, que ce soit sur la macro, que ce soit sur la notion de récession, on a JP Morgan qui parle, encore une fois, mais qui agit aussi cette fois-ci à travers la blockchain. On a des choses sympas. On va parler aussi de certaines applications qui sont ce qu'on appelle des super applications qui commencent à se positionner dans la notion de Web 3. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver et ça va commencer dans quelques instants. Et on terminera sur l'analyse technique pour bien voir le mouvement qui a été effectué, la prise de liquidité qu'on attendait déjà depuis quasiment 10 jours, a enfin eu lieu, en tout cas la première étape. On va se poser la question, est-ce qu'on peut aller plus haut avant de s'enfoncer? Ça va être la grande question et ça commence tout de suite. Avant d'entamer totalement les nouvelles, je voulais juste vous faire part d'une nouvelle sur un ancien de FTX, en l'occurrence je crois que c'est le COO, qui va plaider coupable pour les charges qui lui sont reprochées et a accepté de rendre 1,5 milliard de dollars en assets crypto. C'est vraiment important ça et c'est là où on se voit que grande chance que la majorité en fait, des fonds de FTX étaient bien présents, mais pas dans les bonnes mains. C'est surtout ça, en fait. Là, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Bon, il admet aussi qu'il y a eu des dons politiques qui ont été effectués avec les fonds des utilisateurs de FTX, mais ça, on s'en doutait, on le savait déjà. Par contre, je vous avoue avoir été surpris de ça, en tout cas du montant total. Je pensais qu'en effet, il y avait une partie des fonds qui étaient dans les poches du top management de FTX, mais je ne pensais pas autant. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'ai été vraiment choqué dessus, et en tout cas, j'espère que ces fonds-là vont pouvoir retourner aux utilisateurs malgré tout ce qui est en train de se passer, que ce soit les impôts US qui sont en train d'arriver, les frais d'avocat qui sont en train de grignoter absolument tout ce qui reste. Donc là, c'est quand même très long, et là, c'est quand même une bonne nouvelle qui est en train d'arriver. J'espère que ça aboutira vraiment dans les bonnes poches cette fois-ci. Ensuite, nous avons Goldman Sachs qui revient, encore une fois, sur le devant de la scène, avec un changement de leur politique encore, une modification de leur probabilité. Les USA passent à 15% de probabilité de récession contre 35% en mars. Alors, j'aime bien ce type de poste parce qu'il manque quand même une information importante, c'est qui caractérise sur l'année en cours. En même temps, c'est plutôt logique, plus on se dirige vers la fin d'année, plus la probabilité est basse tant que c'est pas arrivé. Hein, voilà, c'est normal que ça diminue, mais le fait d'avoir ce type de communication renforce bien le biais qu'en effet la récession risque d'arriver. C'est un petit peu ce qu'on est en train de voir aussi, cette fois-ci sur une publication qui est plutôt pas mal, avec David Rosenberg qui explique pour lui que la récession arrivera au printemps 2024. Alors par contre, quand on regarde un petit peu l'analyse qu'il en produit, pour lui, il considère qu'on aura un drop, donc une chute du SP500 de 25%. On ira voir tout à l'heure à quoi ça représente, mais globalement, un plus bas. Alors pour résumer un petit peu tout ça, l'idée pour lui c'est que actuellement l'économie américaine est en surcharge, il va certainement décharger assez vite, et que pour lui ce sera une décharge qui sera violente et forte au niveau du SP500, notamment avec la mise en place du pivot de la Fed. Pour lui c'est vraiment cette notion de pivot de la Fed qui entraînera la chute, qui est un peu la représentation de ce que je vous avais présenté dans la vidéo de ce week-end, dans lequel en effet on a analysé samedi dernier l'importance du pivot de la Fed dans les cycles de récession systématique que l'on avait, et on a surtout noté que le cycle que l'on avait actuellement était différent de tous ceux, vraiment de tous ceux que l'on a pu voir et analyser dans le passé. On continue dans les nouvelles parce qu'on parle de JP Morgan, mais JP Morgan est en train de développer sa propre blockchain pour faciliter les transactions internationales à travers des tokens. Très intéressant parce que il y a pas si longtemps que ça, on se souvient que JP Morgan expliquait que la technologie de la blockchain ne servait strictement à rien, et on voit que c'est en train de le faire, et on voit que c'est en train d'être instancié dans, justement, l'économie bancaire. Très très important, le système bancaire est en train de se transformer, et c'est un petit peu le but aussi de la blockchain, c'est un des buts, il n'y a pas que ça, mais ça montre bien que la technologie est utile. Par contre, là-dessus, ça montre aussi que la technologie est utile et va être utilisée dans beaucoup de plans en fait technologiques, mais par contre, est-ce que là il y aura un token, il y aura une valorisation du token? Absolument pas.
il n'y aura aucune valorisation. C'est une blockchain privée, donc on utilise la technologie, tout ce qui a été mis à disposition, et il n'y aura aucune valorisation d'un acteur présent dans la blockchain, ou en tout cas d'un token JP Morgan, ou d'un token X qui serait utilisé peut-être Polygon ou autre. Non, c'est une blockchain privée. Et ça nous montre potentiellement un futur dans lequel on pourra avoir l'acceptation de la blockchain comme une technologie, et à côté, forcément, un non-avènement des cryptos liés à ça, parce que la blockchain peut survivre sans les cryptos à partir du moment où c'est centralisé. Et c'est la décentralisation qui appelle la crypto, et c'est justement cette notion de décentralisation. Est-ce qu'on va rester dans une forme de décentralisation? Est-ce qu'on va être capable de maintenir ça? Ça va être pour moi le gros challenge des 10 ans qui arrivent. Alors, on avance un petit peu dans les nouvelles, je reviens juste sur la nouvelle que je vous ai expliquée hier, sur le fait que la loi a changé sur la représentation des actifs crypto dans les bilans des sociétés. Je vais être même plus précis. Actuellement, on peut vraiment définir ce qu'est une fair value, et ça va être la valeur du prix actuel. Ce n'est pas la valeur la plus basse. Et là-dessus, on a des prises de parole qui expliquent que, en effet, cette modification va pousser certaines sociétés à pouvoir s'exposer au BTC et à d'autres cryptos, parce que justement, ils peuvent le valoriser dans leur compte et leur bilan de résultats, et donc ça pourrait être un vecteur d'apport de liquidité qu'on n'a toujours pas eu. Alors oui, je suis d'accord, à partir du moment où il y aura des facilités d'accès. Actuellement ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'on attend aussi les ETF. On continue avec une notion importante, c'est super app. Alors, je vous en ai déjà parlé, notamment dans la transformation Twitter, pour moi on se dirige vers une notion de super app. Il faut comprendre ce que c'est, et surtout il faut bien comprendre que c'est une grosse mode dans l'Asie. D'accord, en Asie on parle beaucoup de super apps. Les super apps c'est quoi? C'est globalement tous les services à disposition dans une seule et unique application. Voilà, on a absolument tout ce dont on peut avoir besoin dans une seule et unique application, et ils mettent à disposition, ça y est, des services Web3 dans lesquels on peut avoir des NFT, on peut acheter avec de la crypto, on peut faire plein de choses qui sont en train de se faire, et je pense qu'on va avoir encore des services qui vont arriver, et donc là ça pourrait être aussi un apport de liquidité pour le prochain bull run, avec l'utilisation des services Web3 dans des super applications. On continue avec l'avancée de la législation crypto, dans lequel le sénateur explique qu'il est en train de travailler sur le texte, que pour lui, il va surtout lancer un texte et continuer à travailler dessus de façon à pouvoir incrémenter. L'idée, c'est de se nourrir de ses expériences pour pouvoir affiner le texte petit à petit. Donc là, je pense qu'on devrait pas tarder à avoir pas mal de choses qui vont sortir, et que, dans tous les cas, ça évoluera dans l'année. Donc là, on se positionne dans quelque chose où, enfin, on aurait une réglementation au niveau des USA sur la crypto. Et je terminerai par JP Morgan, encore, et oui, ils font beaucoup de communication en ce moment, j'y peux rien, et ils se sont basés sur la révision de l'étude des coûts de l'énergie pour diminuer le prix d'un BTC, en tout cas leur estimation d'un prix du BTC. Ce qui est intéressant, c'est que justement JP Morgan achète et investit dans pas mal de mineurs, enfin en tout cas de sociétés de minage, ce qui est le cas de gros institutionnels, et à côté, ils font des études pour déterminer quel est le prix moyen d'un BTC. Et oui, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que on a une société qui a un prix moyen, peut-être d'un BTC qui est à 12 000, que la moyenne générale des mineurs est dans cette zone-là. Et c'est important de le retenir, c'est que on a une moyenne globale et on a une énorme disparité au niveau des évolutions du prix pour miner un BTC. Et pour aller encore plus loin, il y a une information qui est vraiment importante, c'est pour ça que je vous en parle. Alors je vais essayer de le retrouver, voilà, ici. On voit que l'analyse qui a été donnée, c'est on a un prix qui est important. On a 3800, c'est le nombre de dollars qui est impacté par 1 centime, du kilowattheure. C'est-à-dire, plus on augmente de 1 centime de kilowattheure, ça sous-entend qu'on a ici une augmentation de 3800 $ du coût de production d'un BTC. À savoir que cette estimation sera doublée à partir du moment où on aura le halving, ce qui est logique, et donc, potentiellement, on aurait un BTC qui coûterait 36 000 $ pour être produit, en tout cas sur une moyenne globale. Bien évidemment, à partir du moment où on aura un nombre de mineurs qui vont débrancher leur machine, ce prix diminuera, et donc on retombera peut-être dans les alentours de 30 000 $, et à partir du halving. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'on a un certain nombre de mineurs qui vont débrancher ceux qui sont le moins rentables, et il va rester uniquement ceux qui sont le plus rentables. Donc on va avoir une moyenne qui va se contracter, ça va être une moyenne, enfin la moyenne basse va devenir la moyenne réelle. Voilà, c'est un peu l'idée de compréhension par rapport à ça. L'intérêt que l'on a, c'est qu'on a encore une fois une communication de JP Morgan sur le BTC, et on a des indications sur leur structuration au niveau de leur calcul d'investissement. On a terminé la partie
news, on va attaquer la partie technique, mais juste avant, je voudrais vous préciser quelque chose, parce que j'ai beaucoup de commentaires dans ce sens-là, et c'est très important de préciser que je ne suis pas bear. Je ne suis pas bear, je ne shorte pas le marché agressivement, j'ai un short de couverture qui est en cours, je suis bull, fondamentalement bull, c'est juste que je considère que le marché actuellement va avoir un retournement pour faire un retest baissier qui est plutôt classique, mais il est important de ne pas poser des questions ou de faire des actions erratiques en disant voilà, je vends toutes mes cryptos pour essayer de racheter plus bas, ou bah ok, je n'ai pas d'exposition, j'attends que ça descende plus bas pour racheter. D'accord, il faut bien comprendre que là, je suis peut-être bear court terme, mais je suis fondamentalement bull, que je suis déjà exposé, et même relativement exposé aux cryptos, depuis, de toute façon, de base, très longtemps, depuis le précédent cycle, hein, je traîne certaines positions, donc il faut comprendre que la démarche que j'ai est différente. Et donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à assumer, si jamais il y a un décollage du marché, à ne pas être exposé? C'est très important de comprendre ça. Et c'est justement, pour moi, le meilleur moyen de ne pas avoir peur, c'est de gérer son exposition. Est-ce que je suis trop exposé si jamais le prix casse, est-ce que je vais en souffrir? Est-ce que, à contrario, si le cours casse à la hausse et que je ne suis pas assez exposé, est-ce que je vais en souffrir? Et c'est là où vous allez trouver l'exposition médium pour vous en fonction du prix, et c'est là où c'est important, et faites attention à ça. Bon, ceci étant dit, on attaque tout de suite le SP500. SP500 dans lequel on a eu encore une journée rouge, hein, bien rouge, mais on voit qu'on commence à ravaler et à avoir une baisse de la volatilité au niveau du SP500. Alors, ce qui est normal, on arrive sur vendredi, bon, c'est plutôt classique. Moi, ce qui va être intéressant, ça va être cette box qui va être à retenir, qui va être pour moi le 618 dans lequel on a en fait un order block, ouais c'est ça, on est dans le 618, on a un order block qui est assez intéressant. Il va falloir voir, est-ce qu'on on n'est pas dans une accélération haussière, retracement, deuxième accélération, retracement du 618, pour ensuite avoir une dernière accélération. Là, c'est un petit peu la question que je me pose, parce que on a une inflexion ici. Ce qui va être important de viser, ça va être là. Est-ce qu'on a une forme d'accumulation ou pas? Si on voit qu'on transperce totalement, c'est fini. Là, ça veut dire qu'en effet, on est parti pour enfoncer plus bas. Enfoncer plus bas, on a notre target, hein, bien évidemment, on recule, vous allez voir que on a ici nos targets à 4200, qui pour moi est vraiment sur rupture de ce niveau-là. La target suivante dans laquelle on comblerait le gap du contrat futur S&P 500. Ce qui va être aussi intéressant, ça va être de regarder au niveau du pétrole. On voit qu'on a un petit fléchissement, on est en train de l'anticiper, hein. On avait dit un retest potentiellement des 83-84 avant de repartir. Il va falloir voir est-ce que ce support tient, étant que c'était une très très grosse résistance, donc là, plus ou moins tout est en train de se jouer. Sur le DXY, on voit qu'on a une petite inflexion aussi, sur cette zone de résistance très forte, il faut impérativement la tenir, si on la tient pas, ça sous-entend qu'on casse, et on casse très haut, hein. C'est-à-dire qu'on va retasser les 109-110, pour moi, c'est un petit peu l'objectif. Alors bon, on a un premier arrêt qui serait dans les 107, mais ça veut dire qu'on irait relativement, et ça ce serait pas positif, pour l'économie américaine, bien qu'on maintiendrait les liquidités dans le dollar, mais surtout pour le BTC. Alors au BTC, je voudrais juste vous redonner une petite vision long terme, où chaque bougie représente un an, d'accord? On a systématiquement un bull run, un retracement, hop, phase léthargique, encore une fois accélération, bear market, et ainsi de suite. D'accord? Donc on a toujours une bougie rouge, une année rouge. L'année rouge, c'était 2022. Et on voit que oui, on a une bougie verte qui est en train de se faire, et on a un retracement, enfin en tout cas on a eu une accélération sur ce début d'année qui a été relativement forte, même si on voit que les bougies vertes, généralement, après le bear market, sont relativement éclatées au sol, dans le sens où on a quelque chose qui est totalement écrasé, et c'est un petit peu, je pense qu'on terminera cette année sur cette forme-là, et ça nous donne en fait une indication qu'on est quand même dans une pattern qui est cohérente par rapport à ce qu'on a déjà vu. Au niveau du moyen terme, on voit qu'on est ici toujours dans ce retest de ce support, avec une bougie qui reprend un petit peu plus forme, hein. On n'est plus dans une bougie totalement écrasée, on a un petit retour de la volatilité avec une accélération du BTC qui a été relativement forte, hein, pour liquider les parties hautes. C'est quelque chose qu'on attendait depuis déjà quelques jours, hein, pour pas dire vraiment très longtemps, dans le sens où depuis début septembre, je vous dis qu'on va faire une chasse à l'équité sur la partie supérieure. Ce niveau-là, il nous attend depuis un certain temps. On est allé le chercher, la réaction basse est relativement faible, d'accord? Je m'attendais à une réaction baissière forte, dans lequel on allait retester les 26 000, bon, ça ne s'est pas fait, donc là je me pose deux questions. Premièrement, quelle est la probabilité ici de refaire encore un petit top avant de faire ici une recherche de liquidité pour faire une accélération haussière, ou deuxième scénario pour moi, si on refait quelque chose comme ça, et on casse baissier,
d'accord. Après, il y a encore un dernier scénario, si on continue tout droit, on fait ça et on s'enfonce. Bon, ça j'y crois un petit peu moins, en tout cas en l'état des liquidités, parce que quand on regarde ce qui s'est passé ici, on voit que en effet on est allé manger les liquidités que l'on attendait ici, hein, qu'on avait en target déjà depuis un certain temps, et on voit déjà que en fait, autour, on n'a pas grand-chose. Hein. Là, pour pousser à la hausse, on n'a vraiment pas grand-chose pour pouvoir se dire qu'on va chercher des targets beaucoup plus hautes sans incentive. Et pour moi, pour créer l'incentive, il faut aller chercher un petit peu plus bas. Alors, pour ça, on va juste diminuer un peu plus. On va aller sur une semaine. Vous allez voir que ça va zoomer directement sur le cours. On voit qu'on a bien liquidé cette partie-là qui était en train de se construire. D'ailleurs, petit à petit, hein, plus ça montait, plus on avait de liquidation qui était en train de se construire. Ce qui est plutôt cohérent sur une notion de short squeeze. Donc, on est vraiment quelque chose de classique. Et là, on voit qu'on a un petit peu des liquidités longues qui sont en train de se créer. C'est encore un petit peu faible, hein. On a la petite liquidité short, donc je pense qu'on pourrait avoir encore une dernière oscillation haussière avant d'aller faire un petit tour vers le bas, retester les 25 000 et essayer de créer de la liquidité short pour recréer un mouvement haussier pour aller chercher potentiellement ce niveau de retracement qu'on a depuis un certain temps aussi, hein. Ici, hop, on va remonter, excusez-moi, hop, on va chercher dans les 27 000 qui est un niveau de retest qui serait purement bearish, hein. On y est, ça sous-entendrait qu'on serait dans la partie haute du range, pour ensuite structurer une baisse, hein. On rappelle qu'on est dans une forme de grand range, qui est présent ici, on la voit bien dans cette zone-là, et donc là on est plus dans une forme de retest ici, pour pourquoi pas avoir une accélération aussi à retester cette partie-là, pour casser baissier, qui est pour moi la représentation que j'ai parfaite de prendre de la force pour aller enfoncer ici les 25 200. On rappelle que pour moi, dans mon optique, je pense qu'on va rentrer dans une forme de récession dans les 6 mois, récession US, qui va être quand même relativement contrôlée. On va être proche du soft landing, on va pas avoir quelque chose qui va faire un moins 25%. Je pense que sur le SP500, on va retoucher des niveaux clés comme les 4200, 4000, mais on aura quelque chose qui sera structuré et structurant pour avoir un BTC qui va être quand même proche des 22 000, 23 000, ou voire maximum voilà, 18, 19 000, on reteste le lot actuel. Et je voulais terminer sur quelque chose d'important, c'est qu'on a un BTC, ici, qui pousse. On a un BTC qui est léthargique, mais qui pousse quand même à la hausse, alors qu'on a un SP500 qui est en train de, justement, s'effondrer. Ça c'est important, c'est qu'on a bien une confirmation d'un arrêt de la corrélation, et ça fait déjà un an qu'on le voit, mais là on a bien une preuve réel, qui est aussi à la baisse, ce n'est plus qu'à la hausse, mais c'est aussi à la baisse, ici, d'une forme de diminution de la corrélation entre le Nasdaq, le SP500 et le BTC, qui est lié principalement à la diminution des produits corrélés, des produits composés, chose que je vous ai déjà expliqué de nombreuses fois. Donc pour moi, on est vraiment dans cette démarche-là, et là, ça me confirme que même si on fait vraiment une cassure au niveau du SP500, on aura une cassure au niveau du BTC, c'est sûr, mais ce sera bien moins que ce qu'on a connu, et on ne prendra pas justement 10%, toutes les 5% du SP500 comme on avait avant. Donc on est vraiment dans une démarche qui est différente, et ça me rassure concernant la mise en place de la récession USA, et ça me confirme le fait que potentiellement le BTC pourrait avoir un rôle justement de transfert de liquidité grâce à cette récession, à confirmer encore une fois, mais c'est en tout cas les premiers signes que je commence à lire dans les cours. On a terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et surtout ça soutient ce que je fais tous les jours. On se retrouve à 13h30 pour parler de Link. Link, crypto très importante, qui prend de plus en plus de place dans la notion d'interopérabilité, et il faut impérativement suivre le projet. C'est chose qu'on va faire ensemble à 13h30.